Cette histoire nous vient de Barry, qui a vécu dans le calme de la campagne jusqu'à ses 16 ans. Il vivait dans une petite ville, presque un village, avec son oncle et sa grand-mère. Cette histoire d'horreur lui est arrivée à ce moment-là, il y a 10 ans. Et malgré toutes ces années, ce souvenir est toujours aussi vif dans sa mémoire. Un jour, alors qu'il était adolescent, un peu avant ses 16 ans, sa grand-mère lui a pris la main et lui a dit « Si une fille te supplie de l'aider la nuit, ne l'aide pas. Tu dois l'ignorer et fuir aussi vite que possible. » Vous voyez, il y avait une rumeur très connue dans son village. Barry pensait que c'était juste une invention comme beaucoup d'autres rumeurs. Il n'y a donc pas accordé d'importance. Mais tous les habitants la connaissaient. Elle disait que si vous entendiez la voix d'une fille la nuit, vous deviez fuir en courant, sous peine d'y laisser la vie. Pour Barry, c'était évident que ce n'était que de la fiction. Puis un soir, alors qu'il était dehors en train de jouer avec ses amis, il s'est brusquement rendu compte que la nuit était déjà tombée. Craignant que sa grand-mère le gronde, il s'est dépêché de se mettre en route pour rentrer. Mais malheureusement, il se trouvait assez loin de chez lui à ce moment-là. Il s'est rapidement retrouvé dans le noir, marchant seul sur une route déserte. Il a senti la peur commencer à le gagner. Il a donc davantage accéléré le pas, se répétant à lui-même en chuchotant de se calmer. Puis, alors qu'il avançait, il a entendu une voix féminine en provenance de la forêt, juste à côté de la route, appelant à l'aide. Barry a senti un frisson glacé lui parcourir le dos. Il a essayé de se convaincre que ce n'était que son imagination. Mais au moment où cette pensée lui a traversé l'esprit, il a de nouveau entendu la voix. Elle disait « J'ai mal ». Même si c'était une toute petite voix, il pouvait clairement entendre que c'était celle d'une fille. Il a regardé dans la direction d'où elle venait, mais il ne voyait rien d'autre que la forêt plongée dans le noir. Puis, en regardant avec plus d'attention, il a aperçu quelque chose derrière un arbre. Sa silhouette dans le noir est peu à peu devenue plus visible. C'était une petite fille, allongée au sol derrière un arbre. Barry était sous le choc. Il pensait que c'était une fillette du quartier qui s'était blessée et a commencé à se diriger vers elle. Mais au même moment, l'avertissement de sa grand-mère lui est revenu en mémoire. Extrêmement tendu et sur ses gardes, Barry s'est figé à fixer la fillette du regard. Elle a légèrement bougé et a appelé d'une petite voix « Il y a quelqu'un ?» Barry ne pouvait pas la discerner clairement dans le noir, mais quelque chose n'était pas normal. Il avait un mauvais pressentiment. Il a lentement bougé pour essayer de partir, la voix de la fillette résonnant en boucle dans le noir, mais il a refusé de s'approcher davantage. Alors qu'il continuait d'avancer sur le côté, il a pu apercevoir l'arrière de l'arbre où elle se trouvait. Elle n'était pas allongée comme il l'avait cru. Quelque chose était derrière elle, la tenant et supportant son corps. Barry n'arrivait même pas à voir si elle était vivante ou morte. Puis, alors qu'il scrutait, son regard a croisé celui de l'homme qui la tenait. Son cœur a failli s'arrêter. L'homme a soudainement bondi hors de la forêt et a commencé à courir vers Barry comme un fou. « Aide cette pauvre fille !» il a entendu. C'était la même voix qu'il avait entendue depuis le début. Barry a crié et s'est mis à courir pour s'enfuir. Cette fois-ci, la voix qu'il a entendue était beaucoup plus profonde, masculine. Zut, il n'est pas tombé dans le panneau. Barry a senti la peur de la mort le submerger et toute sa vie a défilé devant ses yeux. Au moment où il se pensait fichu, la lumière d'une lampe torche est apparue devant lui. Le soulagement l'a envahi quand il a compris ce que c'était. C'était son oncle qui était venu le chercher sur son vélo, parce qu'il était très inquiet pour lui. Le soulagement l'a fait éclater en sanglots, et il a couru vers son oncle pour le rejoindre. Quand il a regardé derrière lui, l'homme avait disparu. Barry a raconté à sa famille ce qui s'était passé, et ils ont appelé la police. Les autorités se sont mises à la recherche de l'homme, parce que c'était un suspect dans plusieurs disparitions en ville. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de le retrouver. Barry n'arrive toujours pas à oublier la voix qu'il avait entendue cette nuit-là. Il ne serait probablement plus de ce monde si son oncle n'était pas venu le chercher. Soyez très prudents avec les inconnus. Cette histoire m'est arrivée au printemps d'il y a quelques années, alors que j'allais à l'université de Los Angeles. J'ai grandi dans l'Indiana, dans une communauté très sûre et chaleureuse. Il m'a donc fallu un bon moment pour m'habituer à la folie d'une grande ville et son taux de crime ahurissant. Je vivais en colocation dans un appartement avec 4 autres filles de mon université. Cet appartement se trouvait dans une maison, donc pour y accéder, il fallait traverser une longue allée pour arriver jusqu'à la maison, puis monter des escaliers sur le côté. C'était plutôt reculé. Le jour de cet incident, je suis passée à l'appartement pour prendre quelques affaires, avant une répétition de chorale. Je suis donc entrée, et j'ai commencé à rassembler ce dont j'avais besoin sur la table de la cuisine. Je n'ai pas pris la peine de verrouiller la porte derrière moi,
parce que je n'allais rester à l'intérieur que quelques minutes. J'ai entendu un coup sur la porte vitrée, et quand je me suis tournée pour regarder, j'ai vu un homme debout sur le pas de la porte. Il semblait jeune, de taille moyenne, et il portait un t-shirt et un jean. Bonjour ?» je lui ai lancé, pensant que c'était peut-être un livreur avec un colis ou quelque chose comme ça. L'homme n'a pas dit un mot. Il a juste tendu le bras et a ouvert la porte, puis s'est mis à s'avancer vers moi. À ce stade, je n'étais toujours pas alarmée. J'avais même commencé à lui dire de laisser le colis sur la table, avant de remarquer qu'il n'en avait aucun. La seule chose qu'il tenait dans sa main était un cutter. Au moment où j'ai enfin réalisé ce qui se passait, il était trop tard pour que je puisse m'enfuir. Il a pressé sa lame contre mon cou, puis m'a dit de me lever et d'aller dans la chambre de ma colocataire, qui se trouvait près de la cuisine. Il a verrouillé la porte derrière nous et m'a poussé sur le lit. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure, et j'essayais de me convaincre qu'il voulait juste nous cambrioler et que je le laisserais prendre tout ce qu'il voulait. Alors que j'étais assise sur le lit, submergée de peur, il a commencé à fouiller la chambre, puis a saisi des câbles de téléphone près du lit. Il a essayé de m'attacher les poignets avec, mais ça ne marchait pas comme il voulait. Il a continué à essayer, et c'est à ce moment-là que je suis sortie de ma transe, réalisant que la situation allait devenir encore plus dangereuse pour moi s'il m'attachait. J'ai hurlé et j'ai commencé à me débattre. J'ai réussi à me dégager brièvement et j'ai couru vers la porte. Mais il m'a rattrapé sans difficulté et a de nouveau essayé de m'attacher les mains. Je me suis débattue comme jamais, criant et le frappant à la tête. Après quelques secondes de lutte, il a finalement décidé de s'enfuir et a couru hors de l'appartement. Je l'ai suivi en criant à l'aide. Un de mes voisins qui vivait dans la maison en dessous de mon appartement est sorti pour voir ce qui se passait. En quelques secondes, il a vu mon agresseur en train de courir et a compris. Il a poursuivi avec moi jusque dans la rue. Nous avons appelé la police et ils sont vite arrivés. J'ai fini par devoir aller au commissariat, où j'ai travaillé avec les agents de police sur un portrait robot de l'agresseur, qui a fini par être affiché partout, y compris à la télévision. L'agresseur a été arrêté en moins d'une semaine. Le policier qui avait réussi à l'arrêter m'a expliqué qu'il y avait un gang de criminels locaux qui demandait aux nouveaux membres qui les rejoignaient de couper les tétons d'une femme et leur ramener comme preuve de leur loyauté. Depuis cette expérience, je dis toujours aux gens que je rencontre de verrouiller leur porte tout le temps, même si c'est juste pour quelques minutes le temps de prendre des affaires. Mieux vaut prévenir que guérir. La ville natale de Victor peut à peine être appelée ville. C'était tout juste un point d'arrêt pour les voyageurs sur la route. Il y a plein de villes comme celle-ci dans le sud-ouest des États-Unis. C'était autrefois des villes peuplées et prospères, mais désormais, elles étaient si peu fréquentées qu'on avait du mal à les considérer ne serait-ce que comme des villages. Ces villes presque désertées n'avaient généralement qu'un ou deux magasins, des stations-service avec une petite supérette qui vendait de tout. Dans la ville de Victor, de qui nous vient cette histoire, il n'y avait qu'un seul magasin de la sorte, qui appartenait à ses parents. Il a passé toute son enfance dans ce magasin, accompagnant l'un ou l'autre de ses parents pendant qu'il travaillait. Il y a littéralement grandi. Quand il a eu 12 ans, il a commencé à travailler lui aussi dans le magasin, pendant les grandes vacances d'été. Il n'aimait pas vraiment ça, mais c'était le seul moyen de gagner un peu d'argent de poche. Il a donc appris à l'accepter et à relativiser. Il s'est rendu compte très tôt qu'il avait de la chance, et qu'aucun autre enfant du village n'avait ce qu'il avait. L'incident de cette histoire lui est arrivé pendant un des étés qu'il avait passé à travailler dans le magasin familial. Le dernier était dans sa ville natale, avant qu'il ne parte pour l'université. Il avait 18 ans à ce moment-là, et il était très excité d'enfin quitter sa ville et de découvrir de nouveaux horizons. À l'arrière de leur boutique, ils avaient un petit espace qui servait de cuisine, où ils vendaient de la nourriture pas très saine et graisseuse, comme des burgers et des frites. Il y avait un groupe d'hommes plus âgés, des habitués qui venaient chaque matin pour le petit déjeuner. Ils s'asseyaient dans le coin prévu à cet effet, pour boire leur café et se raconter les derniers ragots. Victor les connaissait depuis tout petit, tellement qu'il les laissait se servir eux-mêmes pendant qu'ils surveillaient l'avant de la boutique. Il était vers 8 heures du matin ce jour-là, lorsqu'un homme à l'apparence négligée et très nerveux est entré dans le magasin. La première fois que Victor l'a vu, il n'était entré que pendant quelques secondes. Il avait brièvement regardé autour de lui, a fait un aller-retour dans un rayon, puis est aussitôt ressorti. Il est retourné à sa voiture et s'est assis à l'intérieur, seul. On aurait dit qu'il se disputait avec lui-même. Il n'était pas au téléphone ni rien. Victor a supposé qu'il était parti pour de bon et est retourné à son travail. Après à peine une minute, il a de nouveau entendu le carillon de la porte du magasin résonner. Il s'est tourné vers l'entrée pour voir le même homme étrange. L'homme en question a regardé autour de lui une deuxième fois. Puis, au lieu de partir, il s'est approché du comptoir cette fois-ci. Victor lui a demandé s'il avait besoin d'aide,
Mais l'homme l'a ignoré. Il a juste continué à regarder autour de lui, avant de se tourner vers Victor et lui sourire. Victor a commencé à lui demander de nouveau s'il pouvait l'aider, mais il a brusquement été interrompu. L'homme a sorti un petit couteau de cuisine de sa poche. Paniqué, Victor a laissé échapper un cri. Il a regardé au niveau des pompes à essence pour appeler à l'aide, mais il n'y avait personne. L'homme a foncé droit devant lui et a sauté par-dessus le comptoir. Il n'y avait plus aucun espace pour que Victor puisse s'échapper. Ça n'a fait qu'empirer sa panique, qui a complètement pris le dessus sur lui. Il criait et était incapable de communiquer. L'homme l'a saisi et lui a ordonné d'ouvrir la caisse. La situation était chaotique, et il était bien trop effrayé pour réfléchir clairement. Cela n'a fait que mettre l'homme encore plus en colère. Il a giflé Victor plusieurs fois, puis lui a montré son couteau. Voir l'arme a ramené Victor sur terre, suffisamment pour qu'il puisse appuyer sur le bouton d'ouverture. La caisse s'est ouverte en grand, et l'homme l'a jeté au sol pour se jeter sur l'argent à l'intérieur. Il a pris tout ce qu'il pouvait, pendant que Victor était au sol, le regardant en priant pour qu'il le laisse tranquille, une fois l'argent pris. Soudainement, une grosse ombre est apparue au-dessus de lui, et a violemment saisi son agresseur. L'ombre et l'homme se sont brièvement battus, jusqu'à ce que l'homme disparaisse derrière le comptoir. L'ombre a suivi tout de suite après. À ce stade, Victor ressentait plus de la confusion que de la frayeur. Il s'est redressé sur ses genoux et a regardé par-dessus le comptoir. À sa grande surprise, 2 des habitués du petit déjeuner étaient en train de rouer son agresseur de coups de poing. Dans la confusion et la panique, Victor les avait complètement oubliés. Comme ils étaient au fond du magasin, ils étaient complètement invisibles pour les autres, y compris Victor lui-même. Toujours désorienté et tendu, il est resté là à regarder les hommes battre son agresseur, pendant au moins 2 bonnes minutes. Il n'avait jamais vu quelqu'un prendre une telle raclée de sa vie. Ce n'est que plus tard qu'il a remarqué que l'un de ses défenseurs avait été lacéré par le couteau de l'agresseur. C'était probablement pour cette raison que les hommes avaient été aussi violents avec lui. C'en est arrivé à un point où Victor s'est dit qu'il ferait mieux d'intervenir, pour éviter qu'il tue l'agresseur. Il leur a calmement demandé d'arrêter et ils se sont aussitôt stoppés. L'agresseur est resté immobile au sol, saignant de plusieurs endroits. Victor est sorti de derrière le comptoir et a remercié les hommes pour leur aide. Il s'est occupé de leurs blessures du mieux qu'il pouvait, pendant que les autres hommes appelaient le bureau du shérif. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont pris les témoignages des personnes présentes, puis l'agresseur a aussitôt été emmené au poste. Les 2 héros de Victor ont gagné un petit déjeuner gratuit à vie, offert par ses parents reconnaissants. En parlant de ses parents, il a d'ailleurs mis 4 bonnes heures pour les prévenir, et naturellement, ils ont été choqués. Ils ont donné à Victor quelques jours pour se remettre, et au lieu de parler de ce qui s'est passé à un professionnel, Victor a préféré noyer son traumatisme dans l'alcool avec ses amis. Il n'a jamais vraiment pris le temps de bien digérer ce qui s'était passé, et cet incident a continué de le hanter pendant plusieurs années. Il continue d'ailleurs de le hanter à ce jour, dans son sommeil, et même en plein jour. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 8 ans. À l'école, je m'asseyais habituellement à côté de ma meilleure amie, Anna. J'étais nouvelle dans cette école, et Anna s'est empressée de me raconter comment notre principal avait été assassiné, et que l'école était hantée par son fantôme. Apparemment, il se manifestait chaque nuit dans les couloirs, après les cours, quand il était temps de rentrer. Anna m'a aussi dit qu'on devrait aller explorer le sous-sol de l'école, là où le principal avait été tué. J'ai d'abord répondu non, parce que ça ne m'intéressait pas du tout, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par céder. Nous y sommes donc allés après les cours. Lorsque nous avons ouvert la porte menant au sous-sol, nous avons vu que les escaliers étaient pleins de poussière et de saleté, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Nous sommes descendus tout en bas. Il faisait complètement noir. C'était très difficile de discerner quoi que ce soit, même en nous habituant. Et les lumières ne marchaient pas, évidemment. Soudainement, nous avons entendu un gros bruit au-dessus de nous. Effrayés, nous avons toutes les 2 couru et nous nous sommes cachés derrière une table cassée. Puis nous avons entendu. Une silhouette descendait les escaliers, tenant un couteau dans une main et un sac en plastique dans l'autre. La silhouette regardait autour, comme pour vérifier s'il y avait quelqu'un dans les environs. Cette personne marchait tout près de nous, au point où j'ai dû couvrir ma bouche et celle d'Anna pour ne pas nous trahir. Après avoir de nouveau regardé autour, la personne est partie. J'ai dit à Anna que c'était le moment ou jamais de partir, et alors qu'on se levait, on a entendu la personne nous hurler dessus. C'est là que j'ai pu voir son visage. Il était ensanglanté et couvert de blessures. Après son hurlement, il a laissé échapper une sorte de grognement, puis s'est mis à s'avancer vers nous, à une vitesse sinistre. Le couteau dans sa main était plein de sang, et pendant qu'il marchait,
Il chantait des comptines. Nous avons couru aussi vite qu'on le pouvait dans les escaliers pour remonter. Et heureusement, la porte n'était pas verrouillée. En retournant dans les couloirs de l'école, nous avons remarqué qu'il n'y avait plus âme qui vive dans le bâtiment, pas même des agents de sécurité. Nous sommes allés directement dans notre classe et nous nous sommes cachés dans le placard à manteau. Nous pouvions entendre l'homme nous parler à l'extérieur, qui répétait « Sortez de votre cachette, où que vous soyez, je ne vais pas vous faire de mal ». Après 1 minute à avancer dans les couloirs, il est entré dans notre classe et s'est mis à nous chercher. Il s'est approché du placard où nous étions cachés. Terrifiés, Anna et moi avons couvert notre bouche. Il était sur le point d'ouvrir la porte du placard lorsque nous avons soudainement entendu des sirènes de police et nos parents criant nos noms. Nous sommes sortis de notre cachette et nous avons couru hors de la classe pour rejoindre nos parents qui avaient appelé la police. Nous nous sommes jetés dans leurs bras, en larmes. Les policiers ont réussi à arrêter l'homme. Apparemment, cela faisait des années qu'il était recherché. Il se cachait dans notre école pour kidnapper des enfants et les tuer. Il a fini en prison. J'ai toujours du mal à croire que nous ayons échappé d'aussi peu à la mort. Cette histoire est arrivée à mon mari, Jack, il y a de cela 1 an. Nous avions un mariage très heureux, vraiment. Il possédait toutes les qualités que je cherchais. Il était gentil et doux comme de la barbe à papa, et en même temps, c'était un homme fort capable de battre un lion. Malheureusement, et je ne me rappelle pas de comment ça a commencé, mais il s'est mis à n'être plus que l'ombre de lui-même. Chaque matin, il se réveillait en criant, et me demandait si c'était bien un rêve, presque toutes les 10 minutes. Et avant qu'il ne sombre dans le sommeil chaque nuit, il disait des choses comme « Je t'en prie Jésus, protège-moi », alors qu'il ne croyait en aucune religion. Un matin, quand je lui ai demandé de me dire ce qui lui est arrivé, il a regardé autour de lui avec une expression terrifiée, puis m'a chuchoté à l'oreille. Depuis quelques jours, le même homme a commencé à me pourchasser dans mes rêves, pendant des jours et des jours. Sa voix tremblait de peur. Je lui ai répondu « Eh bien mon cher époux, c'est juste un rêve, non ? Pourquoi ça t'affecte à ce point ?» Soudainement, ses yeux se sont immensément dilatés et il a paru à bout de souffle. Puis il m'a dit « Tu sais, l'homme qui habite à côté, Jacob, il est mort dans son sommeil l'autre jour, d'une crise cardiaque. La nuit juste avant sa mort, j'ai été pourchassée par cet homme dans mon rêve. Et dans mon rêve, je me suis cachée dans la maison de Jacob. Et cet homme, je l'ai vu entrer dans sa chambre. » Effrayée, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Jack a pris une profonde inspiration et m'a dit « Jacob a été tué par cet homme. » Puis il a commencé à sangloter, pleurant un chaud de larmes. Quelques jours plus tard, alors qu'il se réveillait encore une fois en criant, tôt le matin, il est tombé du lit, puis s'est soudainement enfui de la chambre. Je me suis aussitôt lancée à sa poursuite, lui criant qu'il était à la maison et qu'il était en sécurité. À ma grande horreur, Jack m'a crié en retour « Non, c'est mon rêve, tu n'es pas ma femme, espèce de démon. Je vais sortir de cet appartement et retourner dans le monde réel. » Il a couru vers la fenêtre, puis a mis son pied sur le rebord. J'ai couru vers lui aussi vite que je le pouvais, puis je l'ai giflé de toutes mes forces. C'est là qu'il a enfin dit, avec un regard choqué, « Oh, oui, tu es bien réel. » Je lui ai demandé de me dire une bonne fois pour toutes ce qui lui arrivait vraiment, et il m'a dit que l'homme, cette fois, l'avait pourchassé jusque dans notre maison. Selon Jack, l'homme de son rêve faisait presque 4 mètres de haut, et sa tête prenait la moitié de cette hauteur. Il avait 3 pupilles et une peau de couleur violette. Quand il ouvrait la bouche, Jack apercevait des centaines de dents noires dégoûtantes. Il portait une sorte de costume noir, et ses jambes ressemblaient à celles d'une chèvre. Quand Jack lui a crié « Tu n'es qu'un rêve », la chose a répondu « Je suis la mort », en éclatant d'un rire perçant. Cependant, selon Jack, la chose riait, n'avait qu'un visage qui pleurait, ce qui le rendait encore plus effrayant. Alors qu'il riait, ces centaines de dents faisaient un bruit à en percer les oreilles, comme si des centaines de pièces de métal se frottaient l'une contre l'autre. Les oreilles de Jack lui faisaient terriblement mal, comme si ses tympans étaient sur le point d'exploser. Submergé de terreur, Jack a commencé à courir pour s'enfuir, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. L'homme a aussi commencé à courir pour le poursuivre, criant des choses comme « Oh, la mort est belle, quelle belle mort !» Ces mots ont paralysé Jack de terreur. Ses jambes ont commencé à trembler, ne le portant plus. Il n'arrêtait pas de tomber au sol, mais il continuait d'essayer de courir encore et encore, comme si sa vie en dépendait. Finalement,
l'homme l'a rattrapé et a ouvert grand la bouche en criant « La mort est belle !» À ce moment-là, Jack s'est mordu très fort la langue et heureusement, il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, il saignait énormément de la langue et a dû être emmené à l'hôpital immédiatement. Mais malheureusement, même les médecins n'avaient aucune idée de ce qui lui arrivait. Après une longue hésitation, nous avons décidé d'aller voir une chamane. Et cette chamane, dès qu'elle a vu mon mari, a pâli de manière inquiétante, puis lui a crié « Tu l'as rencontré !» Je me suis écroulée à genoux et j'ai pleuré, la suppliant de nous aider. Claquant sa langue, elle a fermé les yeux. Après avoir réfléchi profondément pendant un instant, elle a ouvert la bouche pour parler. « Écoutez-moi, voici ce que vous devez faire à partir de cette nuit. Tout d'abord, dormez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Vous ne devez dire à personne où vous êtes, pas même à la famille et aux amis. Ensuite, avant d'aller au lit, maquillez votre visage comme un clown. Il ne doit pas vous reconnaître. Et finalement, si vous pourchasse dans votre rêve, vous devez juste courir. C'est votre seule chance de survie. N'allez pas chez quelqu'un, sinon, une personne innocente pourrait être tuée par votre faute. Courez jusqu'à atteindre une rivière ou la mer. Il ne peut pas nager. Ne pensez même pas aller en hauteur. Il est encore plus rapide qu'au sol. » Après ce monologue, elle nous a mis à la porte sans ménagement. Cette nuit-là, Jack est allé à un motel des environs et s'est maquillé comme un clown avant de s'endormir. À sa grande surprise, l'homme n'est pas apparu dans ses rêves cette nuit-là. Jack était profondément soulagé et est retourné dans le même motel la nuit suivante. Cependant, cette nuit-là, l'homme est revenu. Il a ouvert la porte de sa chambre dans le motel et est entré. Mais il n'a pas reconnu Jack grâce à son maquillage de clown. Penchant la tête sur le côté, il l'a regardé intensément. Jack s'est lentement levé pour sortir et a continué à s'éloigner en marchant pour s'enfuir. L'homme l'a suivi pendant des heures, toujours confus. Puis soudainement, il a crié « C'est là que tu étais !» et a commencé à le pourchasser à toute vitesse. Jack a de nouveau dû courir toute la nuit. Il a commencé à se dire qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter ce cauchemar. Le lendemain matin, Jack a perdu sa faculté de marcher et a dû être emmené à l'hôpital de nouveau. Le docteur, choqué, lui a demandé pendant combien de temps il avait couru, parce que toutes ses articulations et ses muscles étaient déchirés. Il allait devoir être en fauteuil roulant pendant un moment. La nuit suivante, Jack a dû courir avec son fauteuil roulant pour sauver sa vie dans son rêve. Et quand il s'est réveillé le matin suivant, il est devenu incapable de bouger ses bras, parce qu'il avait également déchiré leurs muscles et articulations. Désormais, il n'y avait plus d'autre option pour lui que d'être hospitalisé. Depuis ce jour-là, Jack a lutté désespérément pour rester éveillé. Et bien que le docteur lui répétait qu'il avait besoin de sommeil et de repos pour récupérer, il s'est juste contenté de boire beaucoup de café pour lutter contre le sommeil. Il a fait ça toutes les nuits, pendant 3 jours. Au 3e jour, son état de santé s'est beaucoup dégradé. Il avait même commencé à faire des crises de panique à l'hôpital, complètement submergé par la peur et l'anxiété. Mon pauvre Jack a supplié les médecins de stopper ses rêves, et l'un de lui a injecté un calmant, en lui disant que l'injection l'aiderait à avoir un sommeil profond et sans rêve. Jack a alors attrapé le médecin par le col et lui a crié que s'il dormait, il allait mourir. Puis le calmant a fait effet et il s'est écroulé. En le regardant dormir, le docteur m'a dit « Votre mari est sévèrement atteint mentalement. Il va être emmené en psychiatrie demain pour y être traité. » Puis il a quitté la pièce. Et le lendemain, quelque chose de terrible s'est produit. Le matin venu, Jack a été retrouvé écroulé au sol près de son lit. Il était mort et son corps était déjà glacé. Il était en boule, comme s'il avait été violemment attaqué par quelque chose. Et ce que j'ai vu sur son corps, il y avait des centaines de points rouges et tous ses muscles et articulations étaient visiblement endommagés de manière irréversible. Sa langue avait été coupée. Le médecin avait l'air honteux parce qu'il était incapable de me donner une explication. Jack était en bonne santé et n'avait aucune maladie à part ce rêve. Même moi, je ne sais pas ce qui l'a tué. Était-ce vraiment possible que ce soit le rêve ? Jusqu'à présent, il y a tellement de questions dans mon esprit, questions que je ne pourrai jamais résoudre. Qui était cet homme et pourquoi il apparaissait dans les rêves de Jack ? Tout ceci est tellement mystérieux. Si vous voyez cet homme dans vos rêves, juste fuyez et assurez-vous de ne jamais, jamais vous faire rattraper. Quand Émile était encore un enfant, âgé d'à peine 4 ou 5 ans,
il rendait visite à son grand-père paternel qui vivait en Serbie. Son grand-père n'était pas le plus intelligent, mais ce n'était pas non plus une mauvaise personne. Émile entendait des histoires à son sujet, racontées par sa famille, comme quoi son grand-père fumait autant de cigarettes qu'il respirait, et qu'il buvait du rakia, un alcool serbe, comme si c'était de l'eau. Encore pire, il cachait apparemment des secrets qui auraient pu lui coûter la vie. Comme mentionné plus tôt, Émile lui rendait visite quand il était petit. Cette histoire se déroule pendant son ultime visite, car son grand-père est décédé 1 an après cette dernière. Émile se souvenait qu'il lui racontait des histoires de ce qu'il avait fait pendant ses jeunes années. Son grand-père lui a dit que c'était un chasseur et un taxidermiste en Bosnie, quand il avait la vingtaine, avant de déménager en Serbie, où il a exercé en tant que policier pendant 10 ans. Puis la guerre est arrivée dans le pays, et de policier, il est devenu soldat là-bas. C'était le dernier jour de la visite d'Émile, ses vacances touchant à sa fin. Mais avant qu'il parte, son grand-père lui a demandé d'aller se promener avec lui, seul, pendant que sa mère restait à la maison avec sa grand-mère pour préparer le repas. Émile était un peu rebelle à cet âge, et pendant la balade, il n'a pas arrêté de s'éloigner ou de se cogner contre sa canne. Son grand-père a atteint les limites de sa patience au bout d'un moment, et Émile a vu son expression changer, alors qu'il lui racontait une horrible histoire. Quand j'étais un chasseur, j'ai emmené une de mes nièces avec moi en balade dans les bois, pour abattre un animal de son choix, afin de le taxidermiser pour son anniversaire. Elle a alors décidé d'explorer la partie la plus profonde des bois, à la recherche d'un loup. J'ai essayé de l'avertir, mais elle m'a ignoré. J'ai décidé de l'attendre. Un long moment est passé sans qu'elle revienne, et il commençait à faire noir. J'ai crié son nom plusieurs fois, mais je n'ai pas entendu de réponse. J'ai donc cherché, jusqu'à ce que je sente une puanteur provenant de derrière des rochers. Je me suis avancée dans cette direction, et j'ai découvert quelque chose d'horrible. Elle était morte depuis longtemps, et des asticots faisaient déjà un festin de son corps. 2 yeux vicieux m'observaient depuis un buisson. Un loup s'est dévoilé des ténèbres, tenant un gros morceau de charogne dans sa gueule. Mais bientôt, j'ai réalisé que ce n'était pas de la charogne. C'était beaucoup trop gros pour être un lapin, ou même enfant. J'ai couru jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. Émile et son grand-père étaient arrivés à la fin de leur promenade, et sans un mot de plus, il est entré dans la maison. Cela faisait des années qu'Émile n'avait pas parlé de lui. Mais le jour où il l'a fait, il n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Il était en train d'aider son père à nettoyer leur garage. Et pendant qu'il s'affairait à sa tâche, il a remarqué une chouette taxidermisée qui appartenait à son grand-père. Il a alors dit à son père « Et je me souviens de ça, c'était notre cadeau de taxidermie de grand-père. Je me souviens d'une horrible histoire qu'il m'a racontée à propos de sa nièce, qu'il a emmenée en balade, et qui s'est fait dévorer par un loup. » Émile n'avait jamais pris cette histoire au sérieux. Pendant toutes ces années, il pensait que c'était juste une fable de son grand-père pour l'effrayer. Son père a tout de suite pâli. Il a expliqué à Émile que sa cousine, la nièce dans l'histoire, n'était jamais allée en promenade avec son grand-père. Elle avait en fait disparu un jour où il lui avait rendu visite. Ils en sont arrivés à la conclusion que il n'était pas parti à la recherche d'un spécimen à taxidermiser. Son réel but était de se débarrasser d'elle. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une fille nommée Lila, qui étudiait dans une université très populaire dans son pays, aux Philippines. Cette université est vraiment gigantesque, et elle possède plusieurs campus. Aux Philippines, l'un des moyens de transport public les plus populaires était les jeepneys, des petits bus que vous devez prendre pour arriver à votre destination à l'heure. Il y a plusieurs jeepneys pour chaque route. Une nuit, Lila était en train de rentrer à son dortoir après des révisions tardives en ville. Bien sûr, elle a pris un jeepney. Il était presque minuit à ce moment-là, et il n'y avait personne d'autre qui allait dans sa direction. Elle allait donc être seule dans le véhicule. Elle est montée à l'intérieur, et il a commencé à avancer. Tout se passait bien au début, jusqu'à ce qu'elle remarque soudainement que le chauffeur la fixait intensément. Il regardait fixement dans le rétroviseur, puis s'est retourné pour la regarder directement plusieurs fois. Son attitude l'a mise très mal à l'aise, et elle a fait de son mieux pour éviter de croiser son regard. Après un moment, elle a jeté un petit coup d'œil au chauffeur, juste pour voir s'il était encore en train de l'observer. Et choqué, son regard a immédiatement croisé le sien, qu'il a fixé toujours. Il essayait d'alterner entre regarder la route et regarder Lila, mais il n'était pas concentré. Et surtout, sa façon de la regarder était terrifiante. C'était presque comme s'il voulait surveiller ses moindres faits et gestes. Encore plus mal à l'aise, elle s'est éloignée autant que possible du chauffeur, et a juste essayé de regarder la route, même s'il faisait noir.
Elle était presque arrivée à destination quand elle a remarqué que le chauffeur ne se dirigeait pas vers son dortoir. La peur l'a envahie, mais elle a fait de son mieux pour ne pas le montrer et a dit au chauffeur « Monsieur, ce n'est pas ici que se trouve mon dortoir. » À ce moment-là, le chauffeur ne la regardait plus du tout et s'est pleinement concentré sur la route. Elle a remarqué son expression faciale. Il avait l'air de ne même pas l'entendre et il paraissait bizarrement très effrayé. À ce stade, le chauffeur était aussi en train de conduire à une vitesse bien supérieure à celle autorisée. Lila était terrorisée. Elle a essayé de lui répéter que ce n'était pas la bonne direction pour sa destination, que son dortoir n'était pas là du tout. Mais le chauffeur ne lui prêtait aucune attention, comme s'il ne l'entendait réellement pas. Lila avait presque baissé les bras, résignée à accepter le fait que quelque chose de terrible allait lui arriver. En dernier recours, elle a décidé d'appeler à l'aide ou sauter du véhicule s'il s'arrêtait. Après 5 minutes de conduite dans un silence total, le chauffeur a décidé d'aller à sa destination originelle. Quand Lila a aperçu le bâtiment de son dortoir au loin, son cœur s'est emballé. Elle a presque envisagé de sauter du véhicule en marche. Mais à sa grande surprise, le chauffeur s'est arrêté devant son bâtiment et elle est sortie de là aussi vite que possible. Elle venait de commencer à courir pour s'enfuir lorsque le chauffeur a commencé à dire quelque chose qui l'a stoppée net. « Attendez, mademoiselle. Lorsque vous arriverez dans votre chambre, changez les vêtements que vous portez actuellement. Brûlez-les ou jetez-les. J'ai vu dans le miroir tout à l'heure que vous n'aviez pas de tête. Ça doit être un mauvais esprit qui s'est accroché à vous pour vous posséder. J'ai donc essayé de continuer à conduire en rond pour le divertir et j'ai prié très fort. Je n'ai conduit vers la bonne direction que quand j'ai vu que vous aviez retrouvé votre tête. Soyez très prudente la prochaine fois. » Elle était tellement choquée quand elle a entendu ça qu'elle a refusé de le croire. Mais elle a fini par comprendre que si le chauffeur ne l'entendait pas, c'est parce qu'elle n'avait pas de tête. Elle est allée dans sa chambre, a réveillé sa colocataire et lui a tout raconté. Puis, suivant le conseil du chauffeur, elle s'est changée et a jeté ses anciens vêtements. Elle a petit à petit pris conscience du service que le chauffeur lui a rendu. Elle en était extrêmement reconnaissante. Mais c'était l'une des choses les plus effrayantes qu'elle ait jamais vécues. Je m'appelle Sarah. Je suis née en Asie de l'Est, dans la ville de Dhaka au Bangladesh, pour être précise. C'est un petit pays avec une population nombreuse. Je fais partie d'une famille musulmane riche, et nous vivons tous ensemble. Mes 2 cousins, ma cousine et moi, vivions au premier étage de la maison. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée quand j'étais au lycée. J'avais un meilleur ami à l'époque, qui s'appelait Irfan. Nous étions amis depuis l'école primaire. Un jour, il m'a soudainement demandé en mariage chez moi, et je l'ai rejeté. C'est un homme avec un énorme ego. Il n'a donc pas accepté mon refus. Il a essayé de m'embrasser, mais mon cousin a pris ma défense et l'a frappé, lui disant de ne plus jamais m'approcher. Une semaine est passée. C'était pendant une nuit d'hiver. Mes cousins étaient sortis pour boire un coup en ville. Il ne neige pas ici, donc il ne faisait pas si froid. J'étais toujours la dernière dans la maison à aller me coucher, parce que je regardais des dramas jusque tard. En général, je suis une personne plutôt rationnelle, et il en faut beaucoup pour me faire peur. Mais la nuit, je verrouillais toutes les portes et les fenêtres. Cette nuit-là, je suis allée me coucher à 2h du matin. Vers 3h, j'ai été soudainement réveillée par des bruits. Ils semblaient provenir de ma fenêtre. On aurait dit le bruit de quelqu'un essayant de la déverrouiller. Je me suis levée pour regarder à l'extérieur, et j'ai découvert que c'était Irfan. Il savait très bien comment échapper à toutes les caméras de sécurité. Il se tenait sur la clôture et me regardait droit dans les yeux. Puis soudainement, il a sauté sur mon balcon et a frappé à la porte. La porte de mon balcon était en verre et elle était transparente. Il avait un coupe-verre avec lui. Il a commencé à lentement couper la vitre entre nous. Dieu merci, je n'ai pas été paralysée par la peur cette fois. Je suis très menue, je ne pèse que 43 kilos. Il n'y avait aucun moyen que je puisse avoir le dessus physiquement. Je me suis dépêchée de sortir de ma chambre et j'ai verrouillé la porte de l'extérieur avec la clé. Mon frère possédait une arme à feu et je suis allée la récupérer. J'ai réveillé ensuite ma cousine, puis mes parents et oncle qui vivaient à l'étage du dessus. Je ne pouvais pas le laisser s'échapper après tout ça. Je devais l'arrêter, quoi qu'il arrive. Je le connaissais suffisamment pour réaliser que son ego l'empêcherait de s'enfuir, parce qu'il me disait toujours qu'il préférait être en prison qu'être faible. Ma cousine avait appelé la police pendant ce temps, et mon père, accompagné de mes oncles, avait attrapé Irfan. Mes cousins sont revenus le matin. Actuellement, il est dans un hôpital psychiatrique.
Il a été interné là-bas 9 mois après l'incident que je vous ai raconté, à cause de son état instable. Cela fait 6 ans maintenant, et j'habite désormais aux États-Unis pour mes études. Maintenant que j'y repense, il savait que j'avais le sommeil lourd, et que je ne me serais pas réveillée s'il avait juste coupé la vitre. Il a fait exprès de se faire remarquer pour que je me réveille, et que je voie ce qu'il était en train de faire. Son ego surdimensionné m'a sauvé la vie. Je m'appelle Bryn, et j'ai 14 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 10 ans, presque 11. J'étais scolarisée à la maison, et à cette époque, j'avais des pauses très longues, qui pouvaient parfois aller jusqu'à plusieurs heures. Pendant une de ces pauses, j'étais en train de faire mes devoirs, quand ma petite sœur de 7 ans à l'époque m'a demandé d'aller lui chercher des gâteaux en cachette. J'ai accepté, profitant du fait que ma mère se préparait pour sortir. J'ai couru à l'étage inférieur jusqu'à la cuisine. Alors que j'étais près du frigo, qui était proche du couloir qui donnait sur notre porte d'entrée, j'ai vu que cette dernière était déverrouillée. J'avais oublié de la fermer quand ma mère me l'avait demandé quelques heures auparavant. Avant de prendre les gâteaux, j'ai couru à la porte pour la verrouiller, et en me dirigeant vers elle, j'ai vu une ombre dans le placard à chaussures. Remarquez, le placard se trouve du côté gauche du mur, la porte est au milieu, et notre salon était à droite. J'ai d'abord pensé que l'ombre était probablement due à ce qui était rangé dans ce placard, et ça m'est tout de suite sorti de la tête. J'ai verrouillé la porte, et en faisant demi-tour, j'ai eu une impression très forte d'être observée, et j'ai cru entendre une respiration. En continuant à avancer vers la cuisine, alors que j'étais dos à ce placard, j'ai entendu quelque chose qui me hantera pour toujours. Venant du placard, la voix grave et profonde d'un homme s'est élevée. « Alors, comment se passe l'école à la maison ?» Je me suis figée, et j'ai lentement tourné la tête. Il y avait un homme chez nous, cheveux bruns et sales, yeux très rouges, une vieille veste marron, un t-shirt et un pantalon sale. Il a lentement ouvert la porte du placard, et j'ai pu apercevoir un couteau qui dépassait de son t-shirt. J'ai hurlé et j'ai remonté les escaliers en courant, ce qui a fait sursauter ma sœur et ma mère, qui m'a demandé ce qui se passait. Mais je l'ai juste ignoré, et j'ai continué de courir aussi vite que je le pouvais. L'homme était vieux, il ne pouvait donc pas courir aussi vite que moi, et il n'a même pas essayé. Ma sœur était dans sa chambre en train de faire ses devoirs, et sa porte était fermée à clé parce qu'elle s'était disputée avec ma mère un peu plus tôt. Je lui ai hurlé d'ouvrir la porte, mais elle refusait de m'écouter. J'ai fini par forcer la porte. J'ai attrapé ma sœur et j'ai couru jusqu'à la chambre de ma mère, prenant au passage nos téléphones et le chargeur. Une fois dans la chambre de notre mère, j'ai lâché ma sœur et j'ai verrouillé la porte. Ma mère et ma sœur me criaient toutes les deux ce qui se passait, qu'est-ce qui me prenait, etc. Et j'ai enfin pu leur expliquer la situation. Ma sœur s'est mise à pleurer, et ma mère était choquée. Au même moment, nous avons entendu des bruits de pas dans les escaliers, et elle a aussitôt attrapé son téléphone pour appeler les secours. Elle nous a aussi dit, à ma sœur et à moi, d'appeler notre père avec le téléphone fixe dans la chambre. Pendant qu'elle était en ligne avec la police, l'homme s'est approché de la porte, nous criant des obscénités en nous ordonnant d'ouvrir la porte. C'était déjà affreux, mais sa phrase suivante m'a glacé le sang. « Vous dormez tellement paisiblement, je ne pourrai jamais. » Nous avons hurlé de terreur, terrifiés au point de lâcher le téléphone et juste pleurer. Nous avons repris nos esprits au bout d'un moment, et nous avons repris l'appel avec notre père qui était aussi paniqué. Il nous a dit qu'il allait tout de suite se mettre en route et qu'il n'était pas très loin. Après que ma mère a raccroché avec la police, l'intrus a commencé à frapper la porte, pour la casser et la forcer. Il a réussi à passer à travers, mais heureusement, son cou était trop haut pour qu'il puisse atteindre la poignée. Quelques instants plus tard, nous avons entendu des sirènes, suivis tout de suite après par les pas de l'intrus qui s'enfuyait dans les escaliers, jetant son couteau au sol avec un grand bruit, ce qui m'a fait penser que ce n'était peut-être pas un couteau après tout. On l'a entendu courir au rez-de-chaussée, puis crier des insultes de frustration quand il a vu que la porte d'entrée était verrouillée et qu'il ne pourrait pas s'enfuir par là. Alors qu'il essayait d'ouvrir la porte vitrée, la police a forcé notre porte d'entrée et nous avons entendu plusieurs grognements et cris. Après ce qui nous a semblé être des heures, nous sommes enfin sortis de la chambre et nous sommes descendus, juste à temps pour voir l'homme en menottes en train d'être emmené. Un policier est resté avec nous pendant quelques minutes pour prendre toutes les informations, et un autre est resté avec nous par sécurité jusqu'au retour de mon père. Dès que nous avons entendu sa voiture, nous avons couru à l'extérieur pour l'accueillir, et nous nous sommes fait un gros câlin familial. Nous avons rapidement fait nos valises pour aller passer quelques jours chez ma tante, pour nous remettre du choc. Mais au moment où nous allions partir, ma mère a reçu un appel de la police, qui l'a rendue malade.
Cet homme n'avait pas un couteau. Il avait une hache. Et pas seulement la hache, il avait aussi un pistolet pleinement chargé. Ils ont dit qu'ils nous avaient observés tous les jours, ma sœur et moi, à travers les fenêtres de nos chambres, que nous couvrions rarement avec des rideaux. Il était en train de le faire ce jour même, lorsqu'il a vu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer sans être verrouillée. Il s'est faufilé à l'intérieur et s'est caché dans le placard. Je suis tellement heureuse que ma mère était là quand tout ceci est arrivé, ou je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire. Mais ce qui me perturbe encore aujourd'hui, c'est comment se faisait-il que nous ne l'ayons pas remarqué plus tôt. Mon père avait installé des caméras de sécurité tout autour de la maison, et nous avions même un visiophone. Ma sœur et moi jouions aussi souvent à l'extérieur, donc pourquoi n'est-il pas passé à l'action plus tôt ? Je m'appelle Esmeralda. Cette histoire m'est arrivée quand j'étais dans ma 2e année d'université. C'était une journée froide et neigeuse. J'étais dans le dortoir de ma sœur pour lui tenir compagnie, après avoir fini mon travail. Ma sœur fréquente aussi la même université que moi, à la différence qu'elle vivait dans le campus, pendant que moi j'étais une externe. Après un moment, il était temps pour moi de partir. Mais comme je vous l'avais dit, il y avait énormément de neige dehors. Je n'aime pas conduire dans la neige, c'est mon point faible dans la conduite et je ne suis vraiment pas douée. J'ai donc demandé à ma sœur si elle pouvait m'emmener, et elle a accepté. Nous sommes montés dans la voiture, et nous sommes allés à mon appartement. Je suis restée à l'extérieur pendant une petite minute pour fumer, et une fois prête à rentrer, j'ai cherché ma clé mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai fouillé partout, avant de réaliser que j'avais dû la laisser dans la chambre de ma sœur. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. J'étais vraiment en colère contre moi-même, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Au même moment, j'ai reçu un appel de ma voisine, mais j'étais tellement énervée que je me suis juste dit que je l'appellerais plus tard, quand je me serais calmée. Sans réponse, elle m'a envoyé un message qui disait « Si vous continuez de faire autant de bruit, je vais vous signaler ». Je pensais qu'elle parlait du bruit que je venais de faire en donnant un coup de pied à la poubelle. Mais après quelques secondes, elle a envoyé un autre message disant « Ok, je vais vous signaler ». Elle est immédiatement descendue et elle a paru horrifiée de me voir debout à l'extérieur. Elle a ouvert la porte et m'a demandé pourquoi je faisais autant de bruit. Je lui ai demandé de quoi elle parlait, parce que je venais juste d'arriver. Ce n'était pas la première fois qu'elle se plaignait pour rien. Je lui ai aussi expliqué que j'avais oublié ma clé. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendue. Du fond du couloir, nous avons entendu du fracas en provenance de mon appartement. Nous nous sommes regardés, confuses, nous demandant pourquoi il y avait du bruit dans mon appartement, supposément vide. Nous avons suivi le vacarme le long du couloir, et il n'a fait que devenir de plus en plus fort. Je me suis dit que c'était peut-être un animal. Je pensais à tout, sauf à ce que je ne voulais pas que ça soit. Mais ma plus grande crainte s'est réalisée. Lorsque j'ai touché la poignée de la porte, elle s'est ouverte. Je suis entrée chez moi, et j'ai immédiatement été frappée par une grosse vague de chaleur. J'ai immédiatement enlevé mon manteau, et je suis allée au thermostat pour baisser la température. Ça m'a davantage énervée, parce que c'était moi qui payais les factures du chauffage. J'ai baissé les yeux vers le tapis, et j'ai découvert des empreintes boueuses humides qui traversaient tout mon appartement jusqu'à la salle de bain. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit de verre, comme des bouteilles qui tombaient par terre, et j'ai fait demi-tour en courant pour sortir de là. Mais dès que j'ai touché la porte pour l'ouvrir, une main a attrapé mon épaule. Elle était poisseuse et froide. Je me suis retournée, et choquée, je me suis retrouvée nez à nez avec un homme plus âgé, qui semblait avoir entre 30 et 40 ans. Il avait des cheveux blonds sales, et il souriait d'un sourire sinistre qui m'a glacé le sang. Il a dit d'une voix basse et grave « Je t'attendais ». J'ai hurlé de terreur, et ma voisine s'est précipitée hors de l'appartement. En s'enfuyant, elle est tombée dans les escaliers et s'est blessée. Elle a quand même réussi à appeler les secours, pendant que je luttais contre l'intrus pour me dégager de sa prise. La seule arme que j'avais sur moi était une bouteille de parfum, que j'ai réussi à sortir. Je lui ai aspergé du parfum dans les yeux, et il a commencé à hurler à son tour. Tout ce vacarme a attiré l'attention des voisins, qui sont sortis voir ce qui se passait. Ils m'ont aidé à le retenir le temps que la police arrive. Quand je suis entrée dans ma salle de bain, j'ai vu que tous mes médicaments étaient vides, et tous mes tiroirs retournés. Il avait gravé Esmeralda, encore et encore sur mon mur. Comment connaissait-il mon nom ? Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Il s'est avéré que l'homme était sous l'influence de drogue, et qu'il avait même consommé certains de mes médicaments. Il avait un casier judiciaire long comme le bras, ayant été arrêté plusieurs fois pour vol à main armée, violence et même meurtre. Il avait aussi tout un tas d'armes cachées dans son manteau.
Il avait été propriétaire d'un appartement ici, et il avait fait des copies de ses clés lorsqu'il avait été expulsé. Environ 2 mois après cet incident, j'ai été appelé par la police. Ils avaient trouvé un papier collé à une de mes affaires vandalisées. Quand le policier me l'a montré, j'ai été horrifiée. La note disait « Esmeralda, bientôt ». Depuis, j'ai déménagé dans une autre partie de la ville, et plus rien ne s'est passé. Je suis reconnaissante envers mes voisins pour leur aide, et je me demande encore ce qui se serait passé si je n'avais pas oublié ma clé ce jour-là. En 2018, quand Axel avait à peine 9 ou 10 ans, sa famille a décidé d'aller faire un tour en voiture. Ils ne se souvenaient plus où exactement, mais ce n'était pas très loin. Puis sont rentrés chez eux le temps de prendre des affaires, et sont ressortis tout de suite après pour rendre visite à de la famille. À l'époque, la mère d'Axel conduisait une voiture qui avait un toit ouvrant. Souvenez-vous de ce détail, il sera important pour l'histoire. Alors qu'ils s'arrêtaient, Axel et sa sœur se sont tournés vers la droite, et ils ont remarqué le vieux camion verrouillé. Ils ont aussi vu qu'il y avait un homme âgé à l'intérieur. Ils ne lui ont pas trop prêté attention, jusqu'à ce qu'il remarque qu'il avait commencé à secouer sa tête en rythme avec une chanson de rock qu'il écoutait. La famille d'Axel écoutait tous les genres de musique. Il n'était donc pas en train de juger cet homme, mais il était vraiment à fond dedans, comme en transe. Ils l'ont observé pendant un moment, en chuchotant entre eux pour commenter l'étrangeté de ce qu'il faisait. L'homme dans le camion était plus haut qu'eux. Ils essayaient donc d'être discrets. Et dès que le feu est passé au vert, l'homme s'est complètement retourné et les a directement regardés à travers le toit ouvrant. Mais quelque chose était bizarre. Ses yeux étaient complètement noirs, comme si c'était un démon. Axel s'est figé, persuadé au fond de lui que cet homme était possédé. Tout s'est passé extrêmement vite, mais pour Axel, il avait l'impression que toute la scène s'est déroulée au ralenti, comme s'ils étaient drogués. Ce n'est que lorsqu'ils se sont éloignés du camion qu'ils ont repris leurs esprits, et Axel et sa sœur se sont regardés avec incompréhension. Leur grand frère n'avait pas vu l'homme, parce qu'il était en train de regarder de l'autre côté. Plus tard ce jour-là, ils ont raconté à leur mère ce qui s'était passé, et elle avait aussi vu la même chose qu'eux. Elle aussi était persuadée que c'était démonique. Ils n'en ont parlé à personne d'autre, et ils sont passés à autre chose. Mais Axel n'arrivait pas à oublier ce regard noir inhumain. Très souvent, il se disait qu'il les avait probablement entendus, ou peut-être même qu'il les avait vus l'observer et se moquer de lui. Il avait parfois peur qu'ils viennent les chercher pour se venger. Il a conscience que rien de très effrayant ne s'est produit, mais il ne peut s'empêcher de garder un mauvais pressentiment. Axel a aujourd'hui 12 ans, et sa sœur 19. Il ne s'est rien produit d'autre. Ils ont plaisanté de temps en temps pour oublier leur peur. Ce récit est une histoire vraie arrivée à Nolan. Ce que je m'apprête à vous raconter est la chose la plus effrayante qu'il ait jamais vécue. Nolan est âgé de 17 ans et habite dans une petite ville très rurale dans le Michigan, aux États-Unis. Il était parti rendre visite à son ami et avait prévu de passer la nuit chez lui. Il n'a pas révélé son vrai prénom pour garder l'anonymat, mais appelons-le Max. Il habitait en pleine campagne, c'était donc très calme chez lui. Comme c'était pendant l'été, les deux garçons ont décidé de dormir à la belle étoile, plutôt qu'à l'intérieur. Nolan était venu avec son chien, pour aider Max à chasser des ratons laveurs qui l'importunaient. Ils ont passé la journée à jouer à des jeux vidéo, à s'entraîner au tir dans les bois, à allumer un feu de camp, puis à s'installer devant pour parler de sujets normaux, quoiqu'un peu immatures pour des adolescents. Ils ont parlé de voitures, de camions, de filles, de politique, et ont commencé à planifier un grand voyage en Floride pour fêter leur diplôme. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, ils ont décidé d'aller se balader dans les bois pour se dégourdir un peu les jambes. Le chien de Nolan ainsi que celui de Max les ont accompagnés. Ils ont marché pendant une dizaine de minutes, avant de s'arrêter dans un champ à la vue dégagée pour admirer le coucher du soleil. C'était un très beau spectacle, et Nolan en a profité un maximum tant qu'il pouvait, avant de revenir dans sa maison triste et grise en banlieue. Une fois le soleil pleinement couché, ils se sont dit qu'il était temps de rentrer. Il faisait très noir à ce moment-là, et c'était difficile de voir. Les deux amis, tête en l'air comme ils l'étaient, n'avaient pas pensé à prendre une lampe torche. Les bois étaient très denses, il n'y avait donc que peu de rayons de lune qui se frayaient un chemin. Ils n'ont eu d'autre choix que de compter sur la faible lumière de la lampe du vieux téléphone de Nolan. À un moment, les chiens ont commencé à agir très bizarrement.
Ils étaient sur le qui-vive, comme si quelqu'un ou quelque chose les suivait. Ils n'y ont pas trop prêté attention, se disant que ce n'était probablement qu'un animal. Mais soudainement, les poils du chien de Nolan se sont hérissés, et il a laissé échapper un profond grognement, en montrant les crocs. Le chien de Max était tout aussi agité, reniflant l'air et faisant des cercles autour d'eux. Il grognait aussi au moindre bruit. À ce stade, Nolan et Max commençaient à être inquiets. Ils n'avaient pas la moindre idée pourquoi les chiens étaient aussi agressifs. Le chien de Nolan a alors fait ce qu'il faisait toujours quand il voyait quelque chose qu'il n'aimait pas. Il s'est immobilisé, la queue levée haut en l'air. Il avait brusquement changé d'attitude et avait baissé sa tête pour fixer quelque chose dans les ténèbres des bois. Le chien de Max a fini par remarquer aussi ce que l'autre chien fixait, et il a commencé à aboyer agressivement. Les deux amis étaient nerveux, mais pas encore complètement paniqués, parce qu'ils s'étaient déjà battus auparavant, et ils avaient 2 gros chiens avec eux. Nolan a dirigé la lumière du téléphone dans la direction que les chiens fixaient, mais c'était inutile, il ne voyait pas plus loin qu'1 mètre devant lui. Il n'y a eu que du silence pendant un moment. Puis ils ont entendu un bruit qui les hantera jusqu'à la fin de leur jour. Le silence avait été brisé par un rire hystérique, maniaque, venant directement d'en face d'eux. La personne devait être très proche tellement il était fort. Max a attrapé une branche par terre et l'a tenue devant lui, prêt à frapper si quelque chose les attaquait. Il a crié vers les ténèbres que c'était une propriété privée, mais il n'y a eu aucune réponse. « Mon père est un policier », il a crié ensuite. Le cœur de Nolan battait à tout rompre, et il était trempé de sueur. Il a chuchoté à Max de juste partir en courant et rentrer, mais son ami lui a répondu qu'il n'allait pas laisser un intrus sur sa propriété sans en payer le prix. Nolan a remarqué à quel point Max semblait courageux, et ça lui a donné un peu de courage lui-même. Il a donc attrapé une branche à son tour, et il a crié quelque chose qu'il a immédiatement regretté. « Nous allons te tabasser !» À peine sa phrase finie, ils ont entendu des brindilles craquer, s'approchant dans leur direction. Les chiens se sont alors précipités vers les bruits, ignorant complètement les appels désespérés de leur maître. Ils sont partis à leur poursuite, en essayant de ne pas trébucher sur les obstacles au sol. Ils ont entendu les chiens aboyer et grogner, suivis tout de suite après par un cri de douleur qui semblait venir d'un homme. Ils ont suivi les bruits jusqu'à trouver leur chien en train de se battre avec quelqu'un. C'était une silhouette d'homme. Nolan a pointé la lumière dans sa direction. L'homme portait un masque de cochon. Il avait un t-shirt blanc avec une chemise rouge par-dessus. Son vieux jean déchiré était raide de boue séchée, et ses bottes usées semblaient trempées, dos debout. Max essayait de séparer les chiens de l'homme. Il a fini par réussir, et l'homme s'est redressé étonnamment vite, se mettant à courir pour s'enfuir. Max était un peu trop lourd pour le poursuivre. Nolan s'en est donc chargé. Il l'a rattrapé et l'a traîné au sol par derrière. L'homme s'est redressé, et Nolan l'a frappé au ventre aussi fort qu'il le pouvait. Il a gémi de douleur, se tenant l'estomac, puis est tombé au sol. Max était hors de lui, et a frappé l'intrus à plusieurs reprises avec sa branche. C'est là que Nolan a vu quelque chose briller dans sa poche. C'était un couteau. L'homme a alors dit quelque chose qui les a surpris. « Hé, calmez-vous les gars !» Sa voix était complètement normale. On aurait dit qu'il avait dans la vingtaine ou la trentaine. Il s'est relevé et a arraché son masque de cochon, révélant un visage étonnamment normal. La seule chose étrange à son sujet était son œil droit, qui regardait au sol. Il leur a dit que ce n'était qu'une blague, et il paraissait vraiment sur le point de fondre en larmes. « Pourquoi diable tu as un couteau dans ta poche ?» lui a crié Nolan. L'homme n'a pas répondu. En revanche, il a souri d'un grand sourire malveillant. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti le couteau qu'il cachait. La pointe était couverte de sang. Max a hurlé à Nolan de courir, et les deux se sont enfuis aussi vite que possible vers la maison, leur chien à leurs talons. Ils ont entendu des brindilles craquer derrière eux, puis les cris fous de l'homme. Il disait « Je suis désolé, Kate », répétant cette phrase encore et encore. L'homme avait clairement un gros problème mental. Les deux amis étaient enfin arrivés dans le jardin, et ils se sont précipités vers la maison. Nolan courait tellement vite qu'il avait l'impression que ses jambes allaient s'arracher. Ils sont finalement arrivés au niveau du porche arrière, trébuchant au passage et complètement paniqués. Ils n'arrivaient même pas à saisir la poignée. Max a finalement réussi à l'ouvrir, et ils sont littéralement tombés à l'intérieur. Les chiens sont entrés après eux. Nolan s'est relevé à fermer la porte. Ce faisant, il a jeté un coup d'œil à l'extérieur, et à sa grande horreur, il a vu l'homme. Il a crié à Max que le fou était toujours là. Il a regardé à son tour et l'a vu également. Le père de Max est entré dans la pièce à ce moment-là, avec une expression inquiète. Il leur a demandé ce qui se passait, et Max lui a tout dit à propos de l'homme dehors. Son père a couru à l'étage inférieur, pour récupérer un gros fusil. Puis il est remonté, et leur a dit de rester à l'intérieur. Il a regardé dehors, et a vu l'homme qui était toujours là.
Il a ouvert la porte en grand et a pointé son arme sur l'intrus, lui criant que c'était un policier. Il lui a ordonné de lâcher son arme et de se mettre au sol. L'homme lui a crié dessus, puis a essayé de s'enfuir en courant vers les bois. Le père de Max est visé, puis a tiré. Le bruit assourdissant du coup de feu a résonné dans la nuit. L'homme est tombé au sol avec un glapissement de douleur. Le père s'est prudemment approché de lui, son arme toujours à la main. Nolan pouvait voir que le fusil avait créé un trou béant dans le dos de l'homme. Le père leur a annoncé qu'il était mort sur le coup. Environ 5 minutes plus tard, les secours sont arrivés pour emmener le corps, suivis par la police. Nolan a regardé avec soulagement le corps de l'intrus se faire recouvrir par un drap blanc. Malgré ce qui s'est passé, il a quand même passé la nuit avec son ami. Quelques jours plus tard, ils ont reçu de la police un profil de l'homme. Apparemment, il avait assassiné sa femme durant une dispute, et c'était de là que venait le sang sur son couteau. Elle s'appelait Kate, c'était donc pour ça qu'il criait son nom. Et effectivement, il s'est avéré qu'il avait de gros problèmes psychologiques. Nolan rend toujours visite à Max, mais à chaque fois qu'il s'aventure dans ces bois, il s'assure d'avoir de quoi se défendre. Cette histoire vraie m'est arrivée quand j'avais 13 ans. Ma cousine Lina et moi sommes allés au cinéma pour regarder The Conjuring 2. Nous étions tellement excités parce que nous allions regarder un film d'horreur seuls, sans aucun adulte. Notre cousin plus âgé devait nous accompagner, mais il nous a finalement laissé y aller seuls parce que c'était l'anniversaire de Lina. Lorsque nous sommes arrivés au cinéma, nous avons acheté du popcorn et de quoi grignoter pour le film. Puis nous sommes entrés dans la salle et nous nous sommes installés dans nos sièges. C'est là que j'ai remarqué une femme habillée en nonne. Elle m'a fait peur au début, puis je me suis dit que c'était peut-être un membre du staff. J'en ai parlé à Lina, et elle a trouvé ça très cool. La nonne était assise quelques rangées derrière nous. Le film a commencé, et tout le monde s'est tu. Quelques instants après le début du film, je me suis retournée pour regarder la nonne. Et j'ai vu qu'elle me fixait. Elle était assise, mais elle avait sa tête tournée dans ma direction. J'ai de nouveau eu peur, et je l'ai dit à Lina, qui m'a juste dit de l'ignorer et de me concentrer sur le film, ce que j'ai fait. Pendant la demi-heure suivante, je me suis concentrée sur le film. Mais trop anxieuse, j'ai fini par regarder la nonne à nouveau, pour découvrir qu'elle s'était approchée de nous. J'ai paniqué et je l'ai répété à Lina. Elle a regardé la nonne à son tour, et m'a dit que le film allait bientôt finir, et de ne pas m'inquiéter. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la peur. Je voulais tourner ma tête pour voir où elle était, mais j'étais terrifiée qu'elle soit encore plus proche. Lorsque j'ai finalement eu le courage de regarder, je ne l'ai pas trouvée. J'étais soulagée, jusqu'à ce que je remarque une tête noire dans la rangée en face de moi. C'était la nonne. J'étais tellement terrorisée que je n'ai même pas pu parler. J'ai donc tapoté le bras de Lina et j'ai pointé la nonne. Lina était aussi effrayée désormais, et elle a proposé de changer de siège pour nous asseoir près de la sortie. J'ai accepté et j'ai continué d'observer la nonne. Le film était déjà sorti il y a un moment, il n'y avait donc pas beaucoup de monde dans la salle. J'ai continué de regarder le film, tout en gardant un œil sur la nonne. J'ai fini par être absorbée par le film et je l'ai un peu oublié, jusqu'à ce qu'une scène effrayante me fasse repenser à elle. Je me suis retournée pour la regarder, et elle était cette fois debout au bout de notre rangée. Quand je l'ai vue se tenant là, je n'arrivais pas à voir si c'était nous qu'elle fixait ou les escaliers, mais je suis quasiment certaine que c'était nous. J'ai prévenu Lina, qui était vraiment effrayée maintenant. Elle m'a dit que si elle s'approchait davantage, nous allions sauter vers les rangées devant. J'ai accepté, et pendant le reste du film, nous avons gardé un œil sur elle. Mais avec les cris et le suspense du film, notre attention sur elle affaiblit de plus en plus, jusqu'à nous concentrer pleinement dessus. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée, et la nonne s'était encore approchée. J'ai prévenu Lina, mais elle l'avait déjà remarqué. Puis soudainement, la nonne s'est mise à s'avancer très vite vers nos sièges. Lina était la plus proche des escaliers. Elle s'est levée et a couru vers la sortie, pendant que je sautais par-dessus les sièges. La nonne a éclaté de rire. Arrivée en bas, nous avons regardé nos anciens sièges, et les lumières de la salle se sont allumées au même moment. La nonne tenait un couteau à la main, et riait hystériquement. Puis elle l'a pointé vers nous avec un sourire sinistre. Nous sommes sortis de la salle en courant, criant de peur, et un employé est venu nous demander ce qui se passait. Nous lui avons tout raconté. Puis la nonne est sortie de la salle, riant toujours. Elle tenait toujours le couteau, et brusquement, elle s'est mise à poignarder tout ce qui était à sa portée. Nous étions sa cible, donc nous nous sommes aussitôt enfuis du cinéma. Et dehors, nous avons eu la chance de trouver des policiers. Ils ont arrêté la femme et l'ont emmenée au poste pour l'interroger. Nous avons dû les accompagner pour témoigner.
Il s'est avéré que la nonne était une femme souffrant de maladie mentale, qui s'était échappée de son hôpital. Elle allait dans divers cinémas déguisés en employée pour pouvoir entrer, puis elle se changea en nonne. Apparemment, elle avait poignardé 12 personnes dans notre cinéma, mais pas mortellement heureusement. Lina et moi étions sous le choc, et nous avons appelé nos parents dès que nous avons pu. Ils étaient extrêmement soulagés qu'on n'ait rien. Après cette nuit-là, nous avons durement appris notre leçon. Nous n'irons plus jamais dans un cinéma seul. Salut, je m'appelle Mia, et cette histoire m'est arrivée en novembre 2020, en plein pendant la pandémie. C'était un soir assez tard, et j'étais sur Discord en train de discuter avec quelques personnes de ma classe virtuelle. C'était une de mes camarades qui avait organisé ça, pour que nous apprenions à nous connaître même sans présentiel. Bref, j'étais dans un salon vocal avec mes amis Jenny, Sam et Kelly. Nous avons décidé de jouer à un jeu appelé « Ne tirez pas sur la mauvaise personne ». Le but du jeu était de faire confiance à votre instinct et de tirer sur la personne que vous pensiez être le coupable. Sam a configuré un serveur privé dans le jeu pour qu'on soit les seuls à pouvoir y accéder. Nous l'avons rejoint et nous avons commencé à jouer. Nous étions à la moitié de la première partie, lorsque nous avons remarqué qu'une nouvelle personne avait rejoint notre serveur. Nous étions plutôt confuses. J'ai demandé à Sam si elle savait qui c'était, et étonnamment, elle a répondu que non. Kelly et Jenny étaient un peu inquiètes, parce que c'était un serveur privé, qui n'était pas supposé être visible publiquement. Le pseudo du joueur était « Ne tire pas ou t'es cuit ». Nous n'avions aucune idée de qui c'était, mais ça n'annonçait rien de bon. Comme je l'ai expliqué, il faut faire confiance à son instinct dans ce jeu. Donc mes amis et moi avons toutes tiré sur cet invité indésirable. À la fin de la partie, « Ne tire pas ou t'es cuit » s'est enflammé dans le chat, écrivant en majuscule « Ce n'était pas moi, pourquoi vous avez tiré ?» Kelly a écrit en réponse « Toutes nos excuses ». Puis j'ai ajouté « Nous ne le referons plus ». Ce que la personne m'a répondu ensuite nous a horrifiés, mes amis et moi. Il a écrit « Avec ce que je vais te faire, tu n'auras plus envie de recommencer ». Nous avons eu peur et nous avons tout de suite quitté le jeu. Plus tard cette nuit-là, nous étions de retour dans notre salon vocal, et quelqu'un de nouveau l'a rejoint. Mais ce n'était aucun de nos camarades de classe. Son pseudo était de nouveau « Ne tire pas ou t'es cuit ». Nous avions commencé à oublier ce qui s'était passé dans le jeu, mais revoir ce pseudo nous a frappé de plein fouet. C'était forcément la même personne. « Mets ta caméra », a dit Jenny, essayant d'être gentille. Étonnamment, la personne a obéi. Mais j'aurais aimé qu'il ne l'ait pas fait, parce que dès que j'ai vu la vidéo, mon cœur a failli s'arrêter. C'était ma chambre sur sa caméra, comme si la personne était quelque part chez moi. Mes amis et moi étions terrifiés. Puis j'ai entendu un bruit dans le placard. J'ai pris ma batte en métal et je m'en suis approchée. Mais quand je l'ai ouvert, il n'y avait rien à l'intérieur, à l'exception d'un ordinateur. Ou du moins, c'est ce que j'ai pensé au début. J'ai entendu un autre bruit, presque comme un rire. J'ai demandé d'une voix tremblante qui était là. « C'est moi », a dit la personne. J'étais terrorisée. Sous une pile de vêtements, un homme était caché. Il s'est relevé et m'a poussé tellement violemment que je suis tombée par terre. Kelly a tout de suite appelé la police, en enregistrant tout ce qui se passait. Le garçon était armé, et alors qu'il était sur le point de me poignarder, j'ai entendu des sirènes de police approcher. Les policiers sont entrés avec un grand fracas en criant « Police, lâchez votre arme et mettez-vous au sol immédiatement !» Mon agresseur a refusé d'obéir. Ils ont donc été obligés de le taser. Il a été arrêté, et à l'issue de son procès, il a été condamné à 6 ans de prison. Je ne sais toujours pas quel était son motif, ni comment il a réussi à rentrer chez moi. Mais je remercie encore Jenny d'avoir posé cette question. Si elle ne l'avait pas fait, il m'aurait probablement tué dans mon sommeil. Ce récit est l'histoire vraie d'une expérience inexplicable qu'a vécue James. Ce qui lui est arrivé a complètement changé sa vie. Désormais, il n'est plus la même personne qu'il était. Un jour, il y a 5 ans, il était en train de regarder YouTube comme d'habitude. En naviguant à travers les diverses vidéos proposées, il est tombé sur la miniature d'un YouTuber qui avait exactement la même tête que lui. Très surpris, il a cliqué dessus. Et encore plus surpris, il a découvert que le YouTuber dans la vidéo avait sa tête. Que ce soit ses yeux, son nez, sa bouche, et même la forme de ses narines, étaient exactement ceux de James. Et ce n'est pas tout. Sa voix, son sourire, ses sourcils et les taches sur son visage
était aussi exactement pareil. Quand il a vu la vidéo la première fois, il a pensé qu'il l'avait peut-être faite lui-même et avait souffert d'une sorte d'amnésie partielle. Mais ça n'avait aucun sens. Il y avait plein de vidéos. Il ne les aurait quand même pas toutes oubliées si c'était lui qui les avait faites. Comme c'était très choquant, il a montré la chaîne à ses parents et ses amis. Et tous ont dit presque la même chose. Ne sois pas ridicule, c'est ton sosie alors ? En riant. Peu importe à quel point James essayait de leur expliquer, ils ne l'ont pas cru. Ils ont juste continué à rire en voyant ces vidéos, pensant que c'était une blague. Ils étaient persuadés que le youtubeur en question était bien James. Il a fini par demander à sa mère s'il avait un frère jumeau, mais elle lui a répondu « Oh, tu fais une vidéo prank ou quelque chose comme ça ? Tu es bien un youtubeur !» Il a soudainement réalisé que même s'il avait un jumeau, ça ne tenait toujours pas debout. Même des jumeaux ne pouvaient pas être aussi identiques. Il a commencé à se demander si quelqu'un avait utilisé son image pour créer une sorte de deepfake et faire ses vidéos. Mais pourquoi ? Ce n'était pas comme s'il était une célébrité ou un homme extrêmement attirant. C'était juste un garçon ordinaire, et il n'y avait aucune raison que quelqu'un utilise son visage. Il a fini par envoyer un email au youtubeur, accompagné de sa photo, pour découvrir la vérité. Il lui a écrit « Qui es-tu ? Pourquoi utilises-tu mon visage ? Ou alors est-ce vraiment ton visage aussi ?» Il a également joint des photos de son bras, avec une vieille cicatrice de brûlure qu'il avait eue quand il avait 7 ans, ainsi que de son nombril qui était très particulier. Il se disait que ces choses-là ne pourraient jamais être identiques. Quelques jours plus tard, il a reçu une réponse. Elle disait « Bien essayé, tu as fait un deepfake avec mon visage. Je parierais mes orteils que tu es en train de t'amuser avec ma photo. Sérieusement, si tu me ressembles vraiment, je découperai mon petit orteil avec plaisir et je te l'enverrai. Et au fait, comment es-tu au courant pour la cicatrice sur mon bras ? Qui diable es-tu ? Intéressant. Si tu veux vraiment me prouver que c'est bien toi, faisons un appel vidéo. Ça fera du contenu intéressant. » James a donc accepté l'appel vidéo, et ils l'ont lancé. Dès que l'appel a commencé, les deux se sont tenus le cœur, et ont commencé à manquer d'air sous le choc. C'étaient les exacts mêmes visages. Il y avait deux James. James a à peine eu la force d'arrêter l'appel. Et quand son visage a disparu, la douleur s'est également dissipée. L'autre aussi avait paru extrêmement choqué, et son expression de choc était exactement pareille que celle de James. Il a essayé de reprendre ses esprits, puis lui a écrit « Tu me crois maintenant ? Tu vas vraiment te couper l'orteil ?» Mais l'autre n'a jamais répondu. Puis un jour, une nouvelle vidéo a été publiée sur sa chaîne. Elle avait pour titre « Le doppelganger ». Lorsque James l'a vue, des frissons lui ont parcouru le corps, mais il n'a pas pu s'empêcher de la regarder. Dans la vidéo, l'autre fixait la caméra avec un visage sans expression. Ça a duré un moment, puis avec un sourire bizarre, il a pris un miroir et a fixé son reflet. Il l'a fixé pendant presque 1 heure, en riant hystériquement. À la fin, il a fracassé le miroir et a crié « Est-ce que ce visage est le mien ou le tien ?» Puis la vidéo s'est terminée. C'était vraiment très glauque. Après cette dernière vidéo, rien d'autre n'a été publié sur la chaîne, pendant plusieurs semaines. James vérifiait quotidiennement, mais il n'y avait rien. Il a commencé à devenir nerveux. Et si quelque chose était arrivé à l'autre ? Quelques jours plus tard, il a reçu un appel. Quand il a décroché, son cœur a failli s'arrêter. « Bonjour, ici la police. Est-ce bien Monsieur James ?» James a confirmé d'une voix tremblante et leur a demandé s'il y avait un problème. Ce que le policier lui a répondu a failli lui faire perdre connaissance sous le choc. Quelqu'un avec le même prénom que vous, James, a été signalé disparu. Et nous avons découvert qu'il avait récemment communiqué avec vous via email. Nous avons retracé ses mouvements. Il s'est avéré qu'il a pris un vol en direction des États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus ? James était au-delà de choqué. Non seulement son visage, mais même son prénom était identique au sien. Selon la police, ils avaient trouvé un carnet chez lui. Et voici ce qu'il contenait. 12 mai 2017. J'ai l'impression que je suis en train de m'effacer du monde depuis que je l'ai rencontré. Mon reflet dans le miroir s'assombrit de noir, comme un trou noir. Le miroir ne montre plus mon reflet. 15 mai 2017. Je perds mon sens d'identité. Même quand quelqu'un appelle mon prénom, je ne sais pas si c'est moi qu'ils appellent ou quelqu'un d'autre. Je ne sais vraiment plus qui je suis. 27 mai 2017. Hier, j'ai vomi du sang et j'ai été emmenée aux urgences. Le médecin m'a dit que mes organes étaient en train de pourrir. Il ne savait pas ce qui causait ça et ne savait donc pas comment me traiter. Il m'a juste regardé avec impuissance. 3 juin 2017. Aujourd'hui, je me suis brusquement évanouie dans la rue en marchant.
J'étais vraiment chanceux qu'un passant me fasse un massage cardiaque. Il a dit que mon cœur s'était arrêté pendant un moment. 5 juin 2017. Dans le lit, je réalisais qu'une silhouette noire sinistre était en face de moi. Debout, immobile, cette chose m'a dit « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû ». 6 juin 2017. Chose à faire cette semaine, trouver l'autre moi, m'en débarrasser. C'était la dernière entrée du journal. Il n'y avait plus rien d'autre après, et James a supposé que l'autre avait quitté sa maison tout de suite après. Mais une pensée soudaine l'a frappé de plein fouet. Il lui avait donné son adresse. Il n'aurait jamais imaginé que les choses prendraient cette tournure. Il était terrorisé. Le lendemain, un de ses amis lui a envoyé un message. Et ce message l'a une nouvelle fois choqué. « C'était cool de te voir hier. Merci pour le verre. Mais tu avais l'air différent de d'habitude. C'est un peu bizarre. » James l'a immédiatement appelé pour en savoir plus. Et son ami a dit « Ouais, t'es revenu aujourd'hui. Est-ce que c'est ton sosie que j'ai rencontré hier ?» en éclatant de rire. James lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé la veille, en inventant une gueule de bois comme excuse. Et son ami lui a dit « Tu plaisantes ? On a rigolé et papoté, en regardant les photos qu'on avait prises chez toi. Mec, comment ça se fait que t'aies oublié ton chemin pour rentrer ? J'étais crevé après t'avoir accompagné. » À ce moment-là, James a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Il a été incapable de prononcer un mot. Ses oreilles ont commencé à siffler, et la voix de son ami lui demandant si ça allait semblait lointaine. James avait immédiatement et instinctivement compris ce qu'il attendait. Il a été pris d'une peur indescriptible. Il s'est précipité dans sa chambre et a fermé la porte derrière lui. Il entendait sa famille parler et rire dans le salon. Ses jambes l'ont lâché, parce que, parmi les voix qu'il entendait, il y avait également sa propre voix et son propre rire. James tremblait de peur, se tenant derrière la porte. Après quelques instants, il a entendu des bruits de pas se dirigeant vers sa chambre, se rapprochant de plus en plus. Puis, la poignée s'est lentement tournée et la porte s'est ouverte. L'autre était bien là. Non, c'était James qui se tenait à la porte. Il était figé de terreur, face à face avec un autre lui. L'autre a souri largement et s'est dirigé vers un miroir de plein pied qui se trouvait dans la chambre. Il a fixé son reflet dans la glace, puis James, à tour de rôle. Il a répété ce mouvement, de plus en plus vite, avant de commencer à suffoquer. « Je n'arrive plus à me voir dans le miroir !» il a hurlé. Il s'est mis à courir vers James avec un cri perçant. James est tombé au sol, alors que l'autre l'étranglait, en criant « Pourquoi moi ? Si ça veut dire que c'est soit toi, soit moi, alors meurs à ma place. C'est la seule solution. » James essayait de se débattre, en suppliant son sosie d'en discuter. Il était sur le point de perdre connaissance. Soudainement, l'autre a poussé un petit cri et s'est écroulé au sol. Il s'est roulé par terre, se tenant le visage et hurlant de douleur. Ses yeux ont commencé à gonfler comme s'ils allaient éclater. Il s'est mis à saigner du nez, des 2 narines à la fois. Son visage s'est tordu et déformé d'une manière terrifiante. Puis les bruits ont commencé. Les bruits affreux de sa mâchoire s'arrachant et tous les os de son corps qui se brisaient. James a hurlé, absolument terrorisé par la scène effroyable à laquelle il assistait. Mais son hurlement n'était rien comparé à ceux d'agonie de l'autre. Puis brusquement, tout s'est arrêté. Un silence mortel a envahi la pièce. James a regardé son sosie pour découvrir qu'il était horriblement défiguré et qu'il avait déjà arrêté de respirer. Il a appelé les secours. Étant donné que l'autre était méconnaissable, la police a eu beaucoup de mal à l'identifier. Pour ne pas arranger les choses, ses empreintes étaient exactement les mêmes que celles de James, laissant la police totalement confuse. Les autorités ont fouillé minutieusement sa maison et ses biens, et sont également entrés en contact avec ses amis et connaissances. Mais tous ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. L'affaire est restée un mystère inexplicable. Elle a fini par être classée non résolue, puis fermée. À ce jour, James n'a aucune idée qui était l'autre. Personne dans ce monde ne savait qui il était. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis tout ceci, mais James souffre encore de cauchemars. Dans ses rêves, lui ou l'autre s'approche et lui serre la gorge. Il ressent une douleur intolérable, jusqu'à la mort. Puis à son dernier souffle, il se réveille en sursaut. Il n'a plus jamais été capable de se regarder dans un miroir depuis. Il va bientôt subir des opérations de chirurgie plastique. C'est peut-être son seul moyen d'échapper à ce cauchemar.